Bien, alors on va commencer cette troisième table ronde autour de l'action dans le milieu associatif. Alors pour commencer très rapidement, donc on va présenter tout d'abord Alice Cordier, directrice du collectif Némésis, je pense que beaucoup connaissent, et monsieur Charles Meyer, président de SOS Chrétiens d'Orient, et il me semble attaché parlementaire également. Voilà. Donc je pense que le plus simple, c'est qu'eux se présentent peut-être un peu plus en détail, qu'ils nous expliquent leur parcours, comment ils en sont arrivés là, parce que c'est vrai que j'imagine que c'est un parcours un peu atypique, particulier pour arriver à ces responsabilités. Donc je pense que ça pourrait intéresser les gens de savoir justement comment vous en êtes arrivés là. Donc bonjour à tous, merci beaucoup à la Cocarde, à ce très beau syndicat de nous inviter aujourd'hui. Moi je représente le collectif Némésis, que vous connaissez peut-être, qui est une association de féministes de droite, pour faire dans les grandes lignes. Moi j'en ai pris la direction et je l'ai cofondée il y a 5 ans et demi, en octobre 2019, à Paris majoritairement, pour 2 raisons. La première, c'était le fait qu'on ne se retrouvait pas du tout dans le féminisme actuel, qui avait tendance malheureusement à écarter totalement un certain nombre de violences que les femmes subissaient. Et la deuxième raison, c'est que, comme énormément de jeunes femmes de ma génération, j'ai été victime, et mon entourage a été aussi victime d'agressions sexuelles dans l'espace public, avec une nouvelle forme de violence, avec un rapport à l'immigration qui est propre à notre génération visiblement, et aux générations futures, et le fait que personne ne voulait parler de ça. Donc nous, on est né de ce double, d'une agression finalement. Et moi, j'ai cofondé l'association donc avec 6 autres jeunes femmes, du fait qu'on s'était rencontrés à Paris et qu'on commençait à pouvoir discuter de ces choses-là. Mais c'est surtout aussi du fait qu'on a pu voir d'autres associations se mettre en place, commencer à parler de la question migratoire, et la Cocarde en faisait évidemment partie, mais on trouvait qu'il manquait quelque chose aussi au niveau du féminisme. Moi j'ai un parcours assez très peu scolaire. J'ai commencé des études de droit, j'ai pas du tout, c'était pas fait pour moi. Je suis partie faire un BTS dans le social à Paris, et en fait c'est au milieu de mon BTS que j'ai cofondé l'association. Et en 3e année d'études, je voulais continuer jusqu'à un master toujours dans le social, mais en 3e année d'études, j'ai dû être déscolarisée du fait que Némésis prenait trop de place, et qu'en fait dans le social, il y a énormément d'acteurs du social qui sont eux-mêmes issus de l'immigration, et majoritairement de l'immigration maghrébine ou africaine. Donc voilà, je me faisais pas vraiment que des amis. Et jusqu'au jour où je me suis dit que j'allais avoir des soucis aussi dans mon établissement, et mon établissement de toute façon m'a bien fait comprendre qu'il fallait pas rester. Ça a été compliqué sur le coup, peut-être plus pour mes parents que pour moi, mais surtout ça a été aussi le moment où je me suis lancée vraiment à temps plein sur l'association. D'abord bénévolement, et puis après on a commencé à se structurer. Voilà. Alors, bonjour à tous, joyeux anniversaire à la Cocarde. C'est d'autant plus plaisant pour moi que j'y compte des amis de longue date, et aussi des amis de fraîche date que j'ai rencontrés au Parlement européen. Et c'est vraiment admirable dans un temps où nous allons au pouvoir, où nous allons prendre le pouvoir dans les années à venir, de pouvoir voir un syndicat qui forme des militants, qui soit à la fois équilibré intellectuellement et qui garde cette étincelle de courage et d'activisme qui ne doit pas nous manquer au moment d'exercer les responsabilités. Donc félicitations à vous pour votre œuvre. Félicitations aussi Alice pour le courage que toutes les jeunes femmes qui t'accompagnent ont dans les manifestations. Vous savez, dans une autre vie, je fais des éléments de langage. Ça demande quand même beaucoup moins de courage de répéter un élément de langage que d'aller affronter concrètement sur le terrain la domination de la gauche et de l'extrême gauche surtout dans ces manifestations. Donc toutes mes félicitations. SOS Chrétiens d'Orient a fêté ses 10 ans également il y a peu de temps. Ces 10 ans sont essentiels car quand nous avons fondé l'association en 2013, la France menaçait de faire partir le porte-avions Charles de Gaulle pour aider nos amis rebelles modérés en Syrie à prendre définitivement le pouvoir. À l'époque, quand nous nous retrouvions dans les manifestations, elles ressemblaient certainement un peu à des manifestations géopolitiques que vous connaissez. C'était un peu le fond de la classe, les derniers activistes. Il pleuvait, c'était pas très sympathique, et parfois c'était caricaturable. Avec nos amis, nous avons décidé d'envoyer des tonnes de jouets et de cadeaux dans la Syrie en guerre et dans Damas en guerre. Quand on arrive, on est une vingtaine de jeunes gens. Il y a une jeune femme qui est devenue une journaliste célèbre depuis, et la centrale d'électricité qui est juste derrière notre hôtel explose. Nous arrivons à distribuer ces tonnes de jouets et de cadeaux auprès des populations chrétiennes et de tous les Syriens
affectés par la situation. Et quand nous rentrons, nous sommes stupéfaits de l'incapacité du monde médiatique français à faire véhiculer la réalité de la situation que nous venons leur témoigner. À partir de ce moment-là, nous décidons de monter la structure que vous connaissez aujourd'hui, qui a envoyé plus de 3000 jeunes sur le terrain, dans des pays particulièrement complexes, vivre et épouser le quotidien des chrétientés orientales. Nous sommes présents en Jordanie, en Syrie, en Irak, en Égypte, en Arménie, en Éthiopie, et il doit m'en manquer un. Dans tous ces pays-là, nous constatons la même chose. Il y a un besoin d'un lien concret entre les Français et les chrétientés orientales. Ce lien concret, c'est celui qui supplée à la faiblesse de l'État, qui directement ou indirectement n'exerce plus son rôle de mère protectrice des chrétiens d'Orient. Le président libanais était présent à Paris ces jours-ci, il a rappelé cette expression. Malheureusement, concrètement, ce n'est plus le cas. On pourrait parler de ces causes dans d'autres endroits. Ces 3000 jeunes, ce sont des forces d'activation pour notre société. Ils ont vécu au milieu de l'interculturalité au plus profond. Ils sont donc capables d'en transcrire ce qu'il y a de négatif et ce qu'il y a de positif. Ils sont capables de nous faire évoluer dans notre discours sur notre universalité française, puisque même si c'est de moins en moins à la mode, c'est bien une réalité, un trait propre à notre pays. Pour me présenter en quelques mots, je suis père de 3 enfants, je coordonne les sessions plénières pour la délégation française d'identité et liberté au Parlement européen, donc le mouvement de Marion Maréchal, et j'anime tous les mercredis soirs le libre journal des débats de Radio Courtoisie pendant 1h30. Merci. Alors justement, votre combat, il se pose plutôt sur les associations. Contrairement à beaucoup de personnes qui s'intéressent à la vie politique, on va dire traditionnelle, ce qu'on appelle la politique politicienne, justement, en quoi votre combat se distingue-t-il? Quels avantages il a par rapport justement au fait de s'engager directement sur des élections, devenir élu, parlementaire? Quel apport avez-vous finalement sur la société civile, sur les politiques publiques, etc., etc. Donc nous, on fait ce qu'on appelle de la métapolitique, c'est-à-dire qu'on n'agit pas au sein des partis, on travaille avec des partis, mais on n'agit pas directement, on n'est pas un parti, on est une association. Et ce qui nous permet plusieurs choses. La première, on a plus de liberté de ton. La deuxième chose, c'est qu'on peut travailler un peu avec qui on veut. Et surtout, la troisième chose, c'est qu'on a des méthodes que l'on peut appliquer. Nous, on a, je dirais, 3 façons d'agir concrètement sur le terrain, puisque on fait de la communication, mais on fait beaucoup de terrain, les deux allant ensemble. La première, c'est ce qu'on appelle la méthode Helsinki. C'est une méthode d'extrême gauche qui nous vient tout droit de l'extrême gauche américaine et qui vise à aider la population à se libérer d'un problème en la mobilisant et en la rendant militante. Je vais vous donner un exemple que l'on a fait il y a quelques années. Il y avait un camp de migrants qui squattaient une école au sein du 16e arrondissement de Paris. Nous, on savait que si on arrivait avec nos gros sabots Némésis, ça ne serait pas forcément perçu de la même façon. Donc on a mobilisé la population parce que la population ne sait pas forcément militer. Par contre, elle a un problème, elle est énervée face à ce problème, mais elle ne sait pas comment faire pour se structurer. Et parfois, il suffit de faire intervenir des actrices comme nous qui savons militer, simplement pour les aider. Donc on a lancé une pétition, on a cadré vraiment le 16e arrondissement autour de l'école qui a été squattée pour que la population se mobilise. On a lancé une pétition, on a lancé même un collectif au nom du quartier. Et en fait, naturellement, du coup, la population a commencé à se mobiliser d'elle-même en voyant qu'il y avait une pétition qui se montait, elle a commencé à la signer en masse. En voyant qu'il y avait un collectif qui se montait, ils sont rentrés dans ce collectif naturellement. Et ils ont commencé d'eux-mêmes à interpeller le maire du 16e arrondissement, etc., qui, pris de panique, évidemment, a démantelé le camp. Ça ne règle pas la situation migratoire à long terme, mais ça permet qu'à l'instant précis et pour des choses courtes de cette façon, la population d'elle-même puisse se mobiliser parce qu'elle sera 1000 fois plus efficace qu'une association qui est parfois même diabolisée comme nous et qu'on pourra balayer d'un revers de la main en disant non mais c'est des fascistes. Voilà. Donc on utilise la population ainsi pour la libérer en fait de certains soucis qu'elle a. Donc ça c'est notre première méthode. La deuxième, ça va être ce qu'on va appeler plus une méthode du buzz assez traditionnelle. Génération Identitaire était extrêmement fort sur ça et l'avait très très bien théorisé.
où là, on va situer un problème et on va mettre un faisceau médiatique sur ce problème. Je pense notamment, il y a un an, on a repéré un lycée islamiste à Lille, qui pourtant avait été médiatisé notamment par le Figaro, mais qui touchait des subventions de la région. Le lycée Averroès, pour ceux qui en ont entendu parler. Et voyons que la région ne faisait rien pour supprimer ces subventions et traîner encore parce qu'elle ne voulait pas se mettre en bisbille avec le lycée, sous crainte certainement d'être traité d'islamophobe ou peu importe. Nous, on s'est dit, ok, on va accélérer un petit peu la chose, et donc on allait déployer une grande banderole pendant la braderie de Lille. La braderie n'a aucun rapport évidemment avec la question du lycée Averroès, mais la braderie permet qu'énormément de médias et de gens soient présents. Donc ça permet que en fait, notre action soit médiatisée, parce que vous dites bien que la Voix du Nord elle-même ne serait pas forcément venue si on l'avait appelée. Elle a parlé de nous parce que en fait, on a vraiment créé un espèce de faisceau sur cette histoire de financement public alloué à un lycée islamiste. Et là, la population, en voyant ces images, en voyant ces articles sur nous et aller vérifier si en effet il y avait bien leurs sous qui partaient dans un lycée islamiste, ils se sont rendus compte que oui, ça a créé un scandale. Quelques mois après, les financements ont été suspendus. Alors c'est encore en débat, mais ça a permis justement d'accélérer un petit peu le truc, parce que même si la maire de Lille, l'ancienne maire de Lille, ne nous aimait pas beaucoup, même si à l'époque aussi celui qui s'occupait qui est toujours là d'ailleurs des subventions au niveau régional, ne nous aime certainement pas beaucoup, il n'empêche qu'ils sont toujours embêtés quand nous on arrive et qu'on vient montrer leurs manquements. Donc ça c'est une deuxième façon, voilà. Et la troisième façon vraiment que l'on a et qui a un impact direct sur la société et plutôt à long terme, donc c'est moins sur c'est moins des pics comme ça va être justement de créer une nouvelle forme de féminisme, un féminisme de droite, un féminisme réel, et là ça va être justement en prenant d'un saut, en faisant une sorte d'OPA finalement sur le féminisme, sur le terrain mais pas que, dans les médias également, dans leurs manifestations. D'ailleurs la cocarde à une époque avait fait notre sécurité et on avait payé cher le prix d'ailleurs. Je remercie encore les gars qui avaient été très courageux ce jour-là. Aujourd'hui c'est la police qui nous encadre, donc ça veut dire qu'il y a quand même une évolution de notre arrivée dans ces manifestations-là. Donc nous, on essaie vraiment à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau médiatique, au niveau du terrain, mais aussi au niveau d'influence avec les politiques, d'essayer justement de se créer véritablement un féminisme de droite. Ça prend du temps, mais nous, ça nous permet aussi d'aider un certain nombre de dirigeants. Je me souviens de la première action qu'on avait faite, on avait justement déterré un chiffre. C'était en 2019, donc en novembre, un mois après notre création, un chiffre qui sortait de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales sur la surreprésentation des étrangers dans un certain nombre de viols. Et c'est un chiffre que Marine Le Pen a repris une semaine après notre action. Donc c'est que derrière, nous, on aide aussi d'une certaine façon les dirigeants à avoir des outils concrets et à pouvoir justifier que non, le féminisme n'appartient pas à la gauche. Voilà nos trois modes d'action, aussi bien sur du terrain auprès des populations, mais aussi à un niveau d'influence pour essayer d'apporter, de créer de nouvelles idées, en fait, tout simplement. Bon, alors d'abord, pour ce qui est de SOS Chrétien, j'ai une réponse un peu schizophrénique à cette question, parce que vous l'avez compris, j'ai les deux casquettes. Pour ce qui est de SOS Chrétien d'Orient en propre, il y a d'abord la réalité de notre action. Et je pense que ça, c'est important de vous le partager au jour où, et c'est très heureux, beaucoup vous forment, vous apprennent à développer des outils qui permettent d'avoir une influence, une incidence sur la société, notamment en lien avec le cœur de votre combat. Et c'est très sain, c'est très noble, et on a beaucoup à rattraper vis-à-vis de la gauche pour ça. Simplement, nous ne devons pas oublier que quand nous décidons d'agir sur le réel, nous prenons des responsabilités qui ne sont pas simplement des responsabilités idéologiques. Nous prenons des responsabilités morales, et ces responsabilités morales, elles nous engagent à ce que notre travail soit bien fait. Et SOS Chrétien d'Orient, le plus essentiel, c'est que son travail concret sur le terrain d'assistance aux populations locales, notamment et très singulièrement aux chrétientés orientales, soit correctement effectué. Et je pense que ça, quand vous poserez des choix professionnels, associatifs ou politiques, c'est une leçon essentielle à apprendre. Si vous voulez durer, si la cocarde a duré 10 ans, c'est que ce qu'elle a fait concrètement, son mode d'action, a été correctement effectué et cherche à se perfectionner en permanence. Si nous ne faisons pas ça,
Nous faisons primer l'idéologie sur le réel. Et dans ces cas-là, en tout cas pour beaucoup dans la salle, nous cessons d'être fidèles à nos orientations politiques initiales. Pour le deuxième point, je crois que nous sommes essentiels pour que les politiques puissent prendre le pouvoir et surtout pour qu'ils puissent l'exercer tel qu'ils entendent le faire au moment où cette petite étincelle qui a été présente chez chacun d'eux s'est éveillée. Vous savez, cette étincelle qui nécessite un sursaut, une insurrection face à l'injustice. Injustice morale, politique, culturelle, littéraire, que sais-je. Eh bien, quand on veut être un représentant politique de premier plan, on doit apprendre à discipliner cette étincelle. Si on ne la discipline pas et qu'on tombe sur un plateau de télévision, on est excessif, emporté, manquant d'empathie. Et donc, le travail d'un représentant politique et de ses conseillers, c'est de réussir à cadrer cette étincelle. Ce qu'il ne doit pas faire, en revanche, c'est la domestiquer. La domestication de cette étincelle, elle finit par nous rendre dans un centrisme mou, à nous amener dans des convictions évasives, à nous faire perdre le sens premier de notre engagement. Et c'est là où les militants associatifs sont essentiels, puisqu'ils agissent comme la petite piqûre qui ramène du complexe, de l'intensité, de la velléité dans le combat politique, et qui parfois cherche même à l'interroger sur des choses qui lui paraissent indicibles dans les médias. Je pense que, par exemple, la parole de SOS Chrétiens d'Orient sur ce qui se déroule en Terre Sainte actuellement est un complément intéressant à ce qu'on entend à droite et dans toutes les parties de la droite sur cette question. Je pense qu'on a aussi un rôle d'information et de piqûre sur ces questions-là. Le troisième point, c'est que vous n'êtes pas tous appelés, malgré votre militantisme politique étudiant, à faire de la politique de manière partisane. Soit que votre vie quotidienne ne s'y inspire pas, soit que vous soyez dirigé vers d'autres choix, soit que ce ne soit pas votre talent, et que finalement, si vous voulez féconder votre monde et votre société, il y a d'autres manières pour vous d'agir. Et là, l'associatif est un complément, parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'en sortant de votre vie militante et estudiantine, vous cédiez tous les devoirs que l'homme a envers sa société. Qu'en abandonnant le partisan, vous abandonniez aussi le soin de la politique locale, que vous abandonniez aussi le soin des idées, que vous abandonniez aussi le soin des autres. Et l'associatif est là pour vous permettre d'être un véhicule, un complément, et finalement que vous restiez digne de votre jeunesse. Et comme vous le voyez, à mesure que mes cheveux tombent, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important quand on grandit. Alors, je vais rebondir sur vos propos, Charles, parce que c'est vrai que j'ai une question qui me vient en tête. C'est que justement, n'est-il pas, alors j'allais dire contradictoire, mais plutôt paradoxal, de se revendiquer patriote et d'aller faire de l'humanitaire à l'étranger? Bien, dans ces cas-là, l'empereur Constantin, Saint-Louis, Napoléon III et même ce bon vieux Clémenceau manquaient de patriotisme, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont quelques leçons encore à nous donner. Alors bon, c'est possible que je préfère Saint-Louis à Clémenceau, mais c'est d'autres questions. Ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre que les Français, s'ils ont la vocation qu'on croit qu'ils ont toujours eu une vocation universelle. Je travaillais sur une présentation sur les chrétiens d'Orient par un institut de formation bien connu dans nos milieux, et pour ça, je retravaillais l'histoire de la relation entre l'Orient et la France. Le premier pèlerin français qui retourne sur les lieux saints, c'est en 330 après Jésus-Christ. Le premier évêché latin de Bagdad, il est fait par une famille aristocratique bordelaise du XVIIe siècle. Quand Napoléon III, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait une politique courageuse face à l'étranger, décide de s'investir, et notamment au moment de la guerre de Crimée, c'est en lien avec les lieux saints. Et là, je vous donne l'endroit que je connais le mieux, mais c'est valable pour plein d'autres sujets dans le monde. Donc en fait, si on veut défendre ce qu'est la France et ce que c'est qu'être français, et qu'on abandonne les missions historiques de nos pères, on est face à un paradoxe qui me paraît difficilement solvable. Merci. Alors, là on a parlé de ce qui marche bien, de vos actions concrètes, mais aussi, j'imagine qu'il y a aussi des revers, des choses qui marchent moins bien. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans votre engagement associatif? J'imagine, j'ai souvent vu passer des fermetures par exemple de comptes bancaires, ou alors la mobilisation des adhérents. Comment ça se passe de votre côté pour que l'association elle fonctionne au quotidien?
Il est évident que toute association de droite, finalement, dérange. La Cocarde en fait les frais de par son militantisme dans les universités. Hier encore, je crois, vous vivez dangereusement. Au sein des associations comme nous, on va dire qu'il y a des risques physiques, évidemment, mais comme dans énormément d'entreprises politiques, j'ai envie de dire. Nous, ça va être aussi par plein de petites choses accumulées où on va essayer de nous faire perdre du temps. Ça va être par des procès inutiles. SOS Racisme est très fort sur ça. Ils savent à chaque fois qu'ils perdent leur procès face à nous, mais ils y vont inlassablement parce qu'en faisant ça, ils nous font perdre de l'argent, ils nous font perdre du temps, de l'énergie. On a eu en effet aussi la fermeture de nos comptes bancaires. L'an dernier, en fait, une banque n'est pas obligée de se justifier quand elle ferme un compte. Mais voilà, nous, nos comptes, on n'avait jamais eu de soucis, on n'a jamais été dans le négatif, voilà, il n'y avait rien qui justifiait quoi que ce soit. Et c'est le Crédit Mutuel, je vais quand même le dire, vous pouvez d'ailleurs partir de chez eux, qui ont décidé en mois d'octobre de fermer définitivement notre compte bancaire. Alors vous recevez un papier qui vous explique que vous avez 2 mois pour trouver quelque chose d'autre. C'est difficile pour une association parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent un tout petit peu comment ça marche au niveau des dons, la période de octobre à décembre est la période où on récolte le plus de dons, tout simplement parce que les personnes veulent défiscaliser à ce moment-là. Donc quand on ferme votre compte bancaire en octobre, c'est évident que vous coupez aussi les vivres à des associations qui vivent de dons. On a eu des soucis de la part de Meta récemment, qui a fermé nos comptes Instagram et le compte Instagram de plusieurs militants de droite, pas uniquement de Némésis, du jour au lendemain. Donc il faut imaginer que le 15 août, on se réveille tous et notre compte Instagram est supprimé, donc le mien, celui d'autres personnalités, de David Alem notamment, d'Occidentis, des comptes à 100 000 abonnés, ce qui est beaucoup pour la droite. Et là, aucun moyen de faire de recours possible. Voilà. Donc vous vous retrouvez lésés de ça, sachant que nous, en fait, on recrute énormément de militantes par les réseaux sociaux et notamment Instagram, car c'est globalement notre tranche d'âge. Et ça s'est fait que voilà, on a dû faire des procès, intenter des procès, donc face à Meta, donc face à un monstre finalement. Ce que Meta n'a pas du tout anticipé, c'est que les partis politiques allaient suivre, même au milieu de l'été, et que le Rassemblement national, Reconquête, Marion Maréchal se sont énormément mobilisés, allant jusqu'à, donc Marion Maréchal est même allée jusqu'à rencontrer le responsable de Meta France. Donc il y a eu vraiment une véritable pression qui a été faite de la part de la droite, avec une véritable union de la part aussi bien des associations que des partis, pour justement qu'on nous rende nos comptes. Ils ont fini par nous être rendus tout récemment, sans véritables explications de la part de Meta. On n'ira pas plus loin dans l'explication de toute façon, enfin on ne va pas chercher plus loin, on nous a rendu nos comptes, mais voilà, il faut rester vigilant sur le fait que ça peut arriver encore. Et là où nous, on aurait pu nous traiter de complotistes, et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit peut-être qu'on est allé trop loin dans certaines publications, voilà, peut-être que l'algorithme ne supporte pas le fait qu'on parle d'agression. Et puis en fait, en réfléchissant, je suis allée voir des comptes de nos opposants. Je pensais notamment à Rima Hassan, et les publications de Rima Hassan étaient bien plus violentes en fait que ce que nous on postait. Quel que soit ce qu'on pense de son opinion politique, ces publications étaient extrêmement violentes, sanguinolentes, avec ce qui se passe évidemment à Gaza et des images atroces qu'on connaît déjà des réseaux sociaux, mais elle les postait et elle n'a pas été embêtée. Donc c'est que vraiment il y avait une volonté de la part de Meta de censurer juste les comptes de droite, puisque c'est uniquement des comptes de droite qui ont été censurés le même jour à la même heure. Donc voilà, ça c'est un exemple concret de ce qu'on peut avoir. On a ici Yona qui est là, qui est une de nos militantes qui est très jeune, qui est une de nos meilleures recrues une de nos meilleures recrues évidemment, même si on n'a que des militantes exemplaires, mais qui pareil habite Besançon, qui a fait un certain nombre d'actions à Besançon. Et bien dites-vous qu'aujourd'hui, Yona, elle a même pas 20 ans, elle ne peut plus aller dans les bars de sa ville. Tout simplement parce que, dans les bars ou les soirées, parce qu'elle a été pointée du doigt par un certain nombre de militants d'extrême gauche locaux, parce que quand elle sort, elle est victime d'agressions. Et ça, c'est quelque chose de très concret aussi sur les freins que nous, on peut avoir dans notre quotidien. Moi, j'ai énormément de respect pour les militantes et les militants, la Cocarde en faisant partie évidemment, qui ne militent pas forcément à Paris. Paris est grand, si vous voulez ne pas croiser un certain nombre de personnes, vous pouvez encore les éviter. Quand c'est des villes plus petites, ça devient quand même très compliqué, on peut vite retrouver votre adresse. Et ça, c'est voilà, ce genre de quotidien qu'aussi on peut avoir. Alors, il y a de très belles choses dans le militantisme, c'est pas du tout que ça. Mais il faut se rendre compte aussi que c'est ce genre de pression qu'on a quotidiennement et le prix à payer pour voir nos idées grandir et gagner un jour.
Bon, moi, d'après Mediapart, je suis complice de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, donc évidemment, c'est un peu lourd à porter. Ce qui est intéressant à analyser sous ce rapport-là, c'est comment est-ce que ces groupes de gauche misent sur notre légèreté et, j'allais dire, le manque de cohérence de notre engagement pour que ça nous impressionne. Alors, je vais vous raconter, le jour où j'ai découvert que j'étais accusé de ces méfaits, j'étais en train de prendre un petit déjeuner tardif avec ma fiancée, et on regardait BFM, ce qui était certainement une erreur. Mais, et soudain, un bandeau apparaît avec SOS Chrétiens d'Orient, complice de crimes de guerre. J'ai essayé d'éteindre discrètement la télévision, ce qui n'a pas fonctionné, qui a à mon avis empiré la situation, et puis après on a fait œuvre de pédagogie. Donc je vous rappelle, pour que ce soit clair pour tout le monde, SOS Chrétiens d'Orient est accusé d'avoir livré des armes par destination dans un village chrétien qui se faisait trucider par des djihadistes tchétchènes, puisque nous y avons distribué des couvertures et des jouets. C'était vraiment insupportable pour Mediapart, qui essayait de vous expliquer depuis des années et des années que tout ça était le fait de gentils militants des droits de l'homme qui allaient faire une commune conviviale au milieu de la Syrie. Je crois que ce que nous voyons actuellement nous permet de constater la grande prescience de ces gens et surtout leur maîtrise apparente des réalités orientales. Et ce qui a été magnifique chez SOS Chrétiens d'Orient, c'est que tout le monde a tenu. Chez SOS Chrétiens d'Orient, il y a des gens qui ont un passé politique, mais même un présent politique, j'espère, et qui donc sont habitués à ce genre de violence. D'autres sont là par esprit pur de charité religieuse, et sont là simplement pour exprimer leur volonté d'aider nos premiers pères de l'évangélisation en France, puisqu'il n'aura échappé à personne que Jésus n'est pas né à Aix-en-Provence, mais un peu plus loin. Tout ça nous a permis de constater que cette solidité, elle était au cœur de la manière de réagir face à la gauche. Et cette solidité, elle est organique par la réalité des liens que nous entretenons entre nous. Vous savez, pour Confucius, c'est l'homme noble. Pour Aristote, c'est celui qui exerce sa disposition aux vertus en permanence. Et cela nous rappelle toujours que ce que nous faisons doit être fondé sur notre acception de l'homme et notre acception de la société. Si ce que nous vivons entre nous est vrai, eh bien, la gauche peut nous gêner, nous freiner, nous rendre la vie pénible, elle ne peut pas nous abattre. Et c'est surtout ça qui est à retenir. Je ne crois pas que Némésis soit abattu par la fermeture de comptes en banque. Je ne crois pas que la cocarde soit abattue par les articles orduriers. Et c'est sans doute lié au fait que ce que nous vivons entre nous est fondé sur du vrai. Alors, dernière question pour terminer. Donc je voulais savoir, vous avez en face de vous quand même un public assez jeune, très jeune même, parce qu'on est quand même un syndicat étudiant. Je voulais savoir comment est-ce que vous arrivez à attirer et fidéliser justement la nouvelle génération, celle qu'on pourrait qualifier de génération TikTok. Sur TikTok. Non, d'abord nous on touche énormément de femmes tout simplement parce qu'elles sont victimes de ce qu'on dénonce. La première chose, c'est qu'aujourd'hui... presque 100% des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel ou d'agression dans l'espace public. Donc facilement, de toute façon, on touche des femmes puisqu'on est les seuls à dénoncer un certain nombre de profils que la gauche visiblement ne voit pas. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il y a aussi une stratégie de communication qui est évidente. Aujourd'hui, utiliser les réseaux sociaux est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas passer devant. Même si on n'aime pas TikTok, on ne peut pas passer devant le fait d'utiliser cette application qui génère des millions et des millions de vues. Aujourd'hui, il faut utiliser ces moyens-là qui sont essentiels. Nous, on est présente sur tous les réseaux sociaux presque possibles et imaginables, tout simplement parce qu'on va toucher différentes personnes par ce biais-là. Mais en effet, pour le recrutement des militantes notamment, c'est par Instagram et par TikTok. Après, on a aussi un statut de sympathisant qui est réservé donc aux personnes qui se considèrent hommes ou femmes, par tous. Et là, mais ça ne va pas être pour du travail de terrain concrètement. Moi, je pense aussi que beaucoup de jeunes filles viennent chez nous
parce qu'elle ne se retrouve pas dans un féminisme de gauche qui aujourd'hui parle du fait que tous les hommes seraient de potentiels violeurs et que tout simplement toutes les femmes ne veulent pas être en confrontation avec les hommes. Avec 50% de l'humanité, de toute façon, ça va être compliqué. Donc elle voit dans un féminisme de droite quelque chose de peut-être plus pragmatique par rapport à ce qu'elles vivent, mais par rapport aussi à la réalité des faits. On n'a pas toutes été victimes de viol, loin s'en faut, et Dieu merci. Et tous les hommes ne sont pas des violeurs. Donc voilà, il y a parfois une forme d'excès de toute façon au sein de la gauche qui mène rapidement des jeunes femmes à venir vers nous. Je vois aussi une différence au niveau du rapport à la droite. Aujourd'hui, c'est cool d'être de droite, c'est cool d'être des jeunes de droite. C'est plutôt la honte d'être de gauche. Nous, on l'a vu avec la manifestation du 8 mars, où on a eu un échantillon de manifestantes ES à venir à notre rencontre. Clairement, il y avait un écart de style, mais surtout, elles étaient avec un drapeau LGBT, elles se sont mises à genoux devant nous dans le but d'empêcher notre manif de passer. Ce qui n'a pas marché longtemps, vous vous en doutez, puisqu'elles ont été balayées par le cortège de policiers, mais ce qui nous a laissé le temps quand même de faire un certain nombre de vidéos où en fait on riait d'elles, tout simplement. En fait, c'est des vidéos qui ont cumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux et où les gens étaient hilars de voir ces filles-là se ridiculiser de cette façon. Je pense que énormément, enfin, si j'avais un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est d'utiliser vraiment l'humour et la dérision en vous moquant, en fait, d'eux. Il n'y a pas besoin d'être dans la haine ou on peut être en colère, mais je veux dire, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, se moquer est extrêmement efficace. Nous, on le voit aujourd'hui, ils sont du côté du ridicule, et nous, on est du côté de la vérité. Bon, ce que je crois, c'est que l'homme restera toujours l'homme, qu'il utilise TikTok, Twitter ou Facebook, puisque j'ai compris que c'était ça la chronologie des âges pour les jeunes militants. Et l'homme sera toujours scandalisé, heurté, blessé, abîmé par les mêmes choses. Et donc le message que nous portons aux jeunes Français sur cette capacité qu'ils ont à aller exercer concrètement leur charité au Proche-Orient répond à un appel profond, un, de ce qu'il y a d'universel en l'homme, et deux, de ce qu'il y a de singulier chez les Français. Comme je vous le disais tout à l'heure, cet attrait pour le lointain préexiste quasiment à l'établissement même de notre nation. Et donc, qu'il y ait besoin d'utiliser des vecteurs différents en fonction des réseaux sociaux ne doit pas nous permettre de rentrer dans une forme de ringardisme, puisque l'intérêt, quand nous voulons toucher l'homme, c'est de réussir à utiliser le véhicule qui lui parle le plus. On a donc quelqu'un qui fait des TikTok chez SOS Chrétien d'Orient, bon, comme vous l'avez compris, c'est pas moi, mais qui fait ça très correctement et je crois avec beaucoup d'efficacité. Ce qui nous amène à une autre réflexion, puisqu'il pourrait y avoir comme une forme de doute sur la génération qui vient dans vos propos, ou doute que vous avez peut-être entendu petit à petit. Et ça, c'est une interrogation qui se pose à chaque génération. Il ne faudrait pas que vous considériez celle-ci comme le fait de méchants boomers qui veulent profiter de leur croisière Costa, c'est ça la blague, pendant que vous trimez. Et si nous refusons de répondre à cette question, eh bien là, nous donnons raison à ceux qui se moquent de nous. Si nous refusons l'ascèse du militant, si nous refusons le temps de formation, vous savez, ces 15 minutes qui vous séparent le moment où vous éteignez votre lampe de chevet du moment où vous vous couchez parce que vous faites l'effort de la lecture et de la formation, si vous refusez les grands engagements de la vie qui permettront aux gens qui vous entourent de constater la réalité de votre engagement, eh bien là, peut-être que ceux qui vous traitent de génération de TikTok auront eu raison. Et il importe certes de réussir à toucher toutes les générations, mais il importe aussi à toutes les générations de donner ce qu'elles doivent au monde et à la société, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, Alice, c'est plus facile en ce moment, donc le degré d'exigence est doublé.